Dans ce village du nord de la France, un mystérieux corbeau se plaît à dénoncer les faits et gestes des habitants. L'auteur des lettres anonymes sévit dans la région depuis plus de 10 ans, accusant plusieurs familles de commettre des actes que la morale réprouve. Le justicier écrit ses missives presque toujours à la main et attend que le village s'endorme pour poster ses courriers depuis les bourgs alentours. Le corbeau vivrait non loin de là, certainement très proche de ses victimes. Nadia, vous avez reçu le courrier d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Merci. Il n'y a pas de lettres dans enveloppe douteuse? Non, cette fois. Aujourd'hui, non. Donc, Des lettres douteuses du corbeau, Jean-Paul Raoult, le maire du village, en a reçu quelques-unes. La première lorsqu'il est élu en 2008. Elle est aussi adressée à une dizaine d'autres villageois. Un coup dur pour le maire et sa femme, Josette. Lors des dernières élections municipales, vous avez élu comme maire Jean-Paul Raoult. Beaucoup ne le connaissent pas et pour cause. Il a la voix assez forte et le verbe facile. Mais là s'arrêtent ses compétences. Ce personnage cyclotimique a tenté à plusieurs reprises de se suicider. Les électeurs ignorant ces faits, il y a duperie des électeurs et la préfecture sera avisée au cas où la responsabilité de ce maire serait engagée. Le maire, c'est vrai, a connu une période difficile avant d'entamer son mandat. Mais il ne l'avait jamais crié sur les toits. Alors comment le corbeau a-t-il pu obtenir ces informations? Le maire n'en revient toujours pas. Alors là, je vais vous dire franchement que quand j'ai lu ça, je suis tombé vraiment à la renverse. C'est quand même assez atroce. Ça fait quelque temps que je l'ai, mais enfin, ça reste là quand même. Moi, ça ne me viendrait pas l'idée d'aller envoyer des lettres. Hein. Oh non, pas du tout. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis à la personne. Faut vraiment faire que ça, surveiller les gens, hein. Je sais pas, moi. Vous vous demandez comment c'est perçu par les personnes qui ont reçu ce courrier, etc. Hein, c'est pour ça que j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont reçu le courrier. Ils ont dit, bah, Jean-Paul, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Ailleurs, dans le village, le corbeau s'acharne sur d'autres victimes depuis des années, semant le doute, la suspicion au sein des villageois et dans les familles. L'auteur s'applique à dénoncer ici un mari infidèle, là, une mère indigne. Ou bien, comme dans cette maison, une jeune fille qui aurait, selon le corbeau, des mœurs trop légères. Si votre grosse salope de fille ne se tient pas tranquille avec ses copains, ce rassemblement de catins, on va lui régler son compte. Votre stupide petite dévergondée vous déshonore. La dérangée de la casquette, la mytho et vulgaire, qui suce tout ce qu'elle trouve depuis qu'elle ne tête plus sa mère. Elle nous a initiés au sexe et elle aime ça, la cochonne, la saucisse pur porc. C'est le avant-dernier torchon qu'on a reçu. Cette lettre, Le 21 mars. Colette, la mère de Stéphanie, l'a reçue il y a quelques mois. Sa fille n'avait encore jamais osé la lire. Oh là là. Stéphanie est la cible du corbeau depuis l'âge de 13 ans. Toutes ces lettres ont quasiment détruit son adolescence. Je suis pas capable. Je me sens pas concernée par ses propos. Mais bon, dans la tête des gens, ils se disent, bah, quelque part, si elle a reçu ces lettres-là, c'est que peut-être elle a fait quelque chose. Automatiquement, dans l'esprit des gens, ça va être ça. Bah oui, on a douté, forcément. Quand on voit des trucs pareils, où est-ce que tu as été, qu'est-ce que je faisais, voilà, en gros. Attends, si c'est pour avoir des trucs pareils, bah, tu bougeras plus d'ici. Et... On vous dévisage, on vous regarde de travers, en se demandant, bah, est-ce qu'elle a fait quelque chose? Pourquoi? D'entendre les gens à droite, à gauche parler. Et voilà, et tout simplement de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? J'ai fait quand même une longue phase dépressive, crise d'angoisse, tétanis, spasmophilie, etc., qui fait que je n'arrivais même plus à aller à mes cours. Ce corbeau en question m'a volé mon adolescence. Un corbeau dans le village,
Au début, les habitants trouvaient cela plutôt pittoresque. Mais au fil des ans, et face aux dégâts causés dans certaines familles, les gens ont commencé à s'interroger. Et si c'était l'un d'entre eux? Je cherchais qui est-ce qui pouvait, aux alentours de chez eux, faire le mauvais, mais je n'ai pas encore trouvé pour l'instant. Vous savez, des gens, ils écrivent ce qu'ils veulent sur qui ils veulent, hein. Ça gêne personne, enfin ça gêne ceux qui les écoutent. Je ne vois personne qui pourrait faire des trucs pareils, parce qu'on est tous main dans la main. C'est un petit village, mais on s'entend bien. La personne dont on m'a parlé, c'était une femme. Donc c'est cette femme-là de 55 ans qui a un mari qui est dans la gendarmerie. C'est cela? Non, mais on se doute. Tout ça, on se doute qui c'est. Mais je n'irai pas dévoiler parce que moi, elle ne m'a rien fait du tout. Ou alors c'est un étranger qui veut à quelqu'un. Ça peut arriver aussi. Le village doute, mais une femme est convaincue de savoir qui se cache derrière le corbeau. Pascal vit dans cette maison depuis une douzaine d'années avec son mari et sa fille. Les mauvaises herbes. Elle est la principale victime du corbeau. En 10 ans, elle a reçu plus de 50 lettres anonymes qui ont bien failli détruire sa vie de couple et sa famille. Selon elle, le corbeau serait une ancienne amie, sa voisine. Oui, c'est la maison. C'est le contenu de plusieurs lettres anonymes qui lui a mis la puce à l'oreille. Dans l'une d'entre elles, l'auteur a grossièrement collé la photo de Pascal sur la tête d'un cochon en train de couiner. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient con. Pour Pascal, c'est une photo qu'elle aurait donnée il y a des années à sa voisine. Dans cette autre lettre, le corbeau emploie une méthode perverse pour laisser croire à Pascal que son mari est infidèle. Une fausse lettre d'amour censée provenir de sa maîtresse. Mon chat, j'attends, mais il faut te décider à quitter ta sangsue, car je te veux à moi seule. Plus de partage avec ce bout de rat, c'est pourquoi je te mets au pied du mur. Elle sera ainsi au courant, ta finette. Donc ça, pour jeter le discrédit sur un couple, c'est pas mal. Mais Pascal n'est pas dupe et affirme reconnaître le corbeau. Pour elle, il se trahit en employant un mot bien particulier. Alors mon chat, c'était le petit nom dont il m'affublait. J'ai vite repris mes esprits. Le fait de m'appeler mon chat, bon, c'est quelque chose de tout à fait personnel et que très peu de gens savent. Sauf des personnes qui font partie de notre cercle familial et amical. C'est une amie proche qui a pu écrire certains détails de notre vie privée. C'est quelqu'un qui avait accès à la maison pour donner des détails sur la façon dont la maison est meublée, sur nos marques de voitures, des détails concernant ma fille, des détails concernant ma famille. C'est elle, forcément. C'est une évidence. Est-ce vraiment la voisine qui sème le doute et la suspicion dans le village ? Pourquoi écrirait-elle ces lettres depuis toutes ces années ? Nous allons bientôt rencontrer la femme suspectée par Pascal. Dans le quartier de la Goutte d'Or, à Paris. Michel, elle, ne se cache pas pour dénoncer ses voisins. Depuis 44 ans, elle est la concierge de cet immeuble. Un personnage. Une femme à poigne qui n'hésite pas à dénoncer à la mairie tous ceux qui osent souiller son quartier. C'est quoi ce bordel là? Là, les boîtes de conserve et tout ça, c'est quoi? Je sais pas. Ils sont certainement planqués là-dedans. Parce que pour pas se faire piquer par les flics, ils courent vite et se mettent à l'intérieur là. Michel n'a pas réussi à prendre le vendeur à la sauvette en flagrant délit. Mais un autre homme lui paraît suspect. Il aurait uriné sur son trottoir. Ma gueule ou quoi? Vous mettez tout le monde dans le même sac, mais c'est pas moi qui pisse là, madame. Oui, et bien si vous pissez, par contre, là, oui. Maintenant, je vais aller pisser justement. Eh bien comme ça sera très bien, ça fera une belle preuve pour Vaillant. Eh ben, j'emmerde Vaillant. Daniel Vaillant, c'est le maire de l'arrondissement, à qui Michel écrit très régulièrement. Vous écrivez souvent? Voilà, je passe mon temps plus à ça. J'écoute les plaintes un petit peu de tout le monde. Bon, on va peut-être prendre le café, sinon il va être froid. Celui-là, il est un peu marbré. Et puis, bon, j'ai mis de l'amande dedans.
Et puis j'ai mis un petit peu de mort au rat, quoi. Chaque jour dans sa loge, c'est le même rituel. Michel s'installe discrètement à son poste d'observation. C'est un bon poste là. On ne me voit pas, moi. Mais moi, je vois tout le monde. Et je vois beaucoup de choses qu'il ne faut pas voir, mais je vois quand même. Embusqué derrière son rideau, Michel guette le faux pas des habitants de l'immeuble. Ah non, on va pas venir pisser là, toi. Non, mais ça va pas, non? Voilà ce que je vois. Voilà, mon facteur d'écoli qui a besoin de faire pipi, il vient pisser dans mes toilettes. Ça y est, elle t'apporte! Au premier étage, ce sont des emmerdeurs. C'est ceux qui font partie des familles qui me foutent tout dans les poubelles jaunes. Donc, pour moi, c'est des emmerdeurs. Voilà. Quand elle ne les prend pas la main dans le sac, Michel va jusqu'à fouiller dans leurs poubelles pour identifier les coupables. Jeudi dernier, j'avais 3 énormes sacs avec de la bouffe dedans, plein de saloperies qui étaient dans la poubelle jaune. C'est le frère au tonton. J'ai vu à l'intérieur et tout ça. Attendez, des morceaux de dattes, du couscous. Bon, hein, c'est pas moi, n'est-ce pas, couscous, hein? Pourquoi c'est important de dénoncer ces choses, toutes ces choses qui... Vous croyez que c'est agréable, vous, de marcher sur les trottoirs et de retrouver plein de merde? Pour moi, personnellement, ça m'est égal, parce que j'ai plus d'odorat. Alors moi, ils peuvent pisser tant qu'ils veulent, hein. Mais écoutez, les enfants sortent de l'école à 4h30, et c'est pour voir les bonhommes avec leur pistoquette à l'air, en train de pisser. Ils doivent commencer à vous connaître à la mairie, non? Ah, monsieur Vaillant? Oui. Oui. Mais il m'aime bien, hein. Bon. Allez. Alors, ça y est, bon. Dans le quartier, Michel est apprécié pour son autorité et son dévouement. Mais dans l'immeuble, elle est en guerre depuis des années contre une femme qui, selon elle, ne respecte pas son règlement. Tiens, la voilà. Elle va sortir là. Elle est à la retraite. Et apparemment, elle s'y fait pas. Elle s'y fait pas beaucoup. Et puis, voilà. Bon, compense. Voilà. Donc, voilà. Michel ne vit pas dans sa loge, mais au premier étage. Et les étranges habitudes de la voisine sont devenues invivables pour la concierge et ses petites amies. Allez, les vaches, meuglées. C'est la pièce des vaches, ici. La dame du deuxième, là. C'est elle qui m'a enquiquiné, qui me fout des mégots de cigarettes partout, qui me... Voilà, quoi. Et puis que si on lui fait une réflexion, eh ben... ouais, salope, enculé, va te faire voir. Voilà. Eh ben oui. Comme il y a son chien et son chat qui pissent à l'intérieur de l'appartement, quand elle ouvre, ben, les voisins en prennent plein. Alors une fois, je lui dis, mais pourquoi vous ouvrez les fenêtres comme ça? Il dit, madame, ça pue. Mais pourquoi ça pue autant? Bah, écoutez, vous voyez, un chien et un chat qui pissent dans l'appartement, qu'elle s'en occupe pas. Des fois, si le chien ou le chat, même des fois s'il a fait dans son plat, elle attrape comme ça, puis elle balance par la fenêtre. Non, mais bon, c'est ça surtout. Hein. Elle balance, mais bon. Alors des fois, ça lui prend, elle balance là. Ben, elle balance les merdes, les pots de... Si elle a mangé un yaourt et puis que ça lui fait plaisir, elle le balance dans la cour. Voilà. Alors, comme chaque fois que la situation l'exige, Michel a pris sa plus belle plume pour dénoncer sa voisine auprès du syndic de l'immeuble. J'ai eu un mois d'août pourri. La cause en est madame du deuxième étage n'a pas arrêté de jeter ses mégots au rez-de-chaussée. Elle fait pisser son chien dans la cour quand ce n'est pas les gros besoins. Je suis à bout. Qu'en pensez-vous? Sans parler des mots qui sortent de sa bouche. Veuillez m'excuser, bien à vous, madame. Et pourquoi vous avez écrit cette lettre? Ben, pour la prévenir. Parce que ça empoisonne la vie de l'immeuble et la vôtre. Et bah oui, surtout la mienne. C'est moi qui bosse. Hein. Jusqu'à présent, ces lettres n'ont pas eu l'effet escompté.
Mais cela ne décourage pas la concierge qui continue à dénoncer les fauteurs de troubles. Je vais voir s'il y en a des vendeurs. Michel veut en avoir le cœur net. De plus en plus de vendeurs à la sauvette envahiraient les trottoirs de son quartier. Pour constater. Parce que moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Il y a bon de la bouffe, il y a des vendeurs de bouffe et il y a un vendeur de casque audio. Alors ça, à la limite qu'il y ait des vendeurs de bouffe, bon. Mais les vendeurs à la sauvette des hindous, là, les casques, non. Alors, Monsieur Vaillant, maire du 18e, 15h45, je viens d'aller constater. Dites-moi, que fait ce vendeur de casques audio? La bouffe, passons. Mais si on commence à laisser faire, notre coin va devenir sortie de métro Château-Rouge. Quant à l'urinoir rue Richomme, pas d'amélioration. Au contraire, je tenais à vous signaler car je tiens à cœur le respect de mon quartier, entre parenthèses, 44 ans, bien à vous, Madame Douvilliers. Comme je vote, j'ai quand même le droit de lui écrire à mon maire. Voilà. Je n'aime pas écrire, moi, anonyme. Bon, ben moi, je me dénonce. Hein. Moi, je mets mon nom, tout. Voilà. Moi, j'ai pas peur des vendeurs à la sauvette. Hein. Dans un mois, si je vois que ça n'a pas bougé, je fais ça. De loin, je prends une photo, j'agrafe la photo à la lettre et je l'envoie. En disant, voilà, ça fait un mois, ça n'a pas bougé, au contraire, on est envahi. Mais dénoncer, c'est pas très moral, Michel, quand même. J'aime pas trop ce mot dénoncer parce que ça nous ferait remonter pendant la guerre. Non, non, c'est pas dans ce sens-là. C'est critiquer et dire ce qu'on voit. Dénoncer, dire ce qu'on voit. Il arrive parfois pourtant que ceux qui dénoncent n'aient rien vu du tout et dénoncent malgré tout pour leur propre intérêt. Mais la dénonciation n'est pas toujours motivée par l'appât du gain. 22 juin 2011, à Paris. Ce jour-là, la direction de la RATP reçoit une lettre anonyme accablante. Le Corbeau dénonce un scandale sexuel impliquant un syndicaliste puissant, Gwenaël Eslan, surnommé Le Roi. Selon cette lettre, l'homme serait coupable de harcèlement sexuel sur des jeunes femmes de la RATP. L'affaire reste alors confidentielle, jusqu'à ce que 2 mois plus tard, toute la presse reçoive la même lettre et le scandale explose. Le Roi présumé fait les gros titres. Le Corbeau affirme qu'il aurait mis en place un système de promotion canapé, échangeant des avancements de carrière contre des faveurs très spéciales. Face à ces accusations, la RATP lance une enquête interne, puis transmet le courrier au parquet de Paris. En attendant, Gwenaël Eslan continue à travailler dans l'entreprise. Mais Mourad Ghazli, syndicaliste à la RATP, ne l'entend pas de cette oreille et s'empare de l'affaire. Il n'a pas envoyé la lettre anonyme, mais il est décidé à dénoncer lui aussi celui qu'on appelle le Roi et son système. Car il est convaincu que tout ce qui est écrit dans cette lettre est la vérité. Ce roi syndicaliste qui fait la pluie et le beau temps dans ce département est pourtant impliqué dans de nombreuses affaires de mœurs, de corruption, de scandales sexuels qui salissent notre belle image de l'entreprise. Les agents subissent des violences physiques et morales, des agressions physiques et verbales, de l'harcèlement moral et sexuel. Plusieurs femmes ont vendu leur corps de manière contrainte pour obtenir un déroulement de carrière ou un service syndical. Faut-il vous parler des soirées de partout? Faut-il parler de la corruption? Monsieur le Président, prenez vos responsabilités, faites tomber le système Eslan. C'est le pouvoir qui lui a permis à un moment de dire « Tiens, rien ne me résiste, j'ai ce que je veux. » Eh ben voilà, cette nana, elle me plaît, comme il dit lui, j'ai envie de la casser en deux. Hein? Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Un déroulement de carrière? Qu'est-ce que je peux te servir avec le catalogue de la Redoute? Hein? Un déroulement de carrière, une promotion, etc. Eh ben, tu sais ce qu'il faut faire. Hein? Emporté dans son combat, Mourad Ghazli ne mâche pas ses mots. Une enquête de police est en cours et il a décidé de fournir aux enquêteurs des témoignages et des documents qui semblent étayer les accusations du Corbeau. Moi, j'ai une liste. Hein. J'ai une liste de noms avec le numéro de téléphone. Je vais être entendu par la police. Je balancerai leur nom et leur numéro de téléphone.
et la police va les entendre. Un zèle pas vraiment du goût de la direction. Mourad y serait plutôt considéré comme une balance qui nuit à l'image de l'entreprise. Vous n'hésitez pas à balancer des... Non, j'aime pas le mot balancer. Ne dites jamais ce mot balancer. La balance, c'est péjoratif. C'est péjoratif là-bas. Je suis pas une balance, moi. Du tout. Je ne fais que ce que tout citoyen doit faire, c'est-à-dire, lorsqu'il est témoin d'une infraction pénale, d'en saisir la justice. C'est pas ceux qui dénoncent les choses qui salissent l'entreprise. C'est ceux qui ont été les auteurs de tout ça qui ont sali l'entreprise. Au téléphone, un agent prétend avoir des informations. Il aurait connu le roi. Qu'est-ce que tu as comme preuve là-dessus, justement, toi? Lors des commissions de classement, je sais comment il faisait. Il appelait l'atelière, il lui disait, bon, écoute, tu vas pas me faire chier, sur telle commission de classement, il y a telle et telle personne. Ouais, d'accord. Donc je veux que tu me les passes. Tu leur accordes leur rentrement. Et lui, après, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir la meuf, il lui disait, bon, écoute, je me suis occupé de ton truc, et puis voilà. Puis la gonzesse, il était un peu naïve, un peu machin, elle se retrouvait vite sur le bout de son gland, quoi, comme dirait l'autre. Et sauf qu'après, la gonzesse, quand elle disait non, qu'est-ce qui se passait? On passait un coup de fil, il disait, tiens, faudrait-tu me passes un tel plutôt qu'un tel, parce qu'un tel, c'est une tâche. Et elle avait jamais d'avancement. Moi, il me faut des preuves. C'est du blabla. Les gens, il faut qu'ils écrivent. Alors, si tu savais, si moi, aujourd'hui, je me mettais à écrire ou à dénoncer tout ce que j'ai entendu, sans déconner, il me faut la bibliothèque François Mitterrand. Mais par contre, ce qu'il faut, à un moment donné, c'est que les gens me donnent qu'ils me donnent du probant. Je comprends ce que tu veux dire, tu veux du factuel. Exactement. D'accord. Et des éléments matériels. Ça roule. Ok, allez, bon courage. Du factuel, Mourad Ghazli espère bien en obtenir maintenant. Grâce à cette jeune femme qui a accepté de venir témoigner. Elle serait une victime du roi. Il lui aurait promis de sauver son poste, moyennant une compensation en nature. Moi, le problème, c'est qu'on était 3 filles dans les bureaux. Une, c'était la maîtresse de l'autre. L'autre, elle est mariée avec un cadre au siège social de la RATP. Et moi, comme il m'a dit, toi, t'as personne. Il me l'a fait comprendre. Ça, il me l'a dit. Il m'a fait beaucoup de sous-entendus. Qu'est-ce qu'elle est belle, oh là là, qu'est-ce que c'est une belle tigresse et tout. Des choses comme ça, quoi. J'ai hésité. Ah non. Parce que moi, je suis mariée, j'ai ma fille. Non. Mais c'est là où il m'a dit, t'es pas gentil avec moi, je peux rien faire pour toi. Et de là, je suis repartie en station. J'ai jamais touché aussi bas que terre que cette période-là. J'ai fait un remake de tout ce qu'il m'avait dit, tout ce qui s'était passé, et voilà, c'est ça. C'est parce que... Selon Mourad Ghazli, le témoignage de cette femme pourrait être un élément important pour l'enquête de police. Alors il tente de la convaincre de porter plainte. Dépôt de plainte pour harcèlement sexuel contre Eslan parce qu'il a utilisé le forcing de façon répétitive. Le harcèlement, c'est de façon répétitive. De toute façon, je sais très bien qu'au bout du compte, je devrais porter plainte, mais laisse-moi à mon rythme. Vaut mieux. Oublie mon numéro de téléphone parce que ces trucs... Là, c'est pas comme des conneries, t'as pas confiance. Mais non, vas-y, c'est malsain. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi je donne du crédit? Parce que ça me gonfle. Parce que je te donne du crédit à ce que tu m'as dit. Et toi, tu nous fais passer qu'on se sert de toi pour régler nos comptes. Moi, Mourad, je t'ai jamais vu dans ce tu viens de dire un autre. Parce que je n'ai pas de cul. D'accord, ça n'a plein de cul dans moi. Il est fatigué. Moi aussi, Bon courage. Bon courage. C'est incroyable, je te jure. C'est qu'il n'y a personne qui veut parler. C'est l'omerta. Et c'est normal qu'ils ne veulent pas parler. Parce que c'est parce que par rapport à ce type de comportement. Oui, je suis victime, mais oui, je sais pas, je dépose... Non, t'es victime ou pas victime? Il me gonfle. Pour pleurer tous en sous-marin, c'est fastoche. Mais quand il s'agit d'y aller, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Oui, ils veulent tous aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Mourad vient pourtant d'obtenir une victoire. Un proche du roi a accepté de témoigner par écrit. Il semble confirmer les dires de la jeune femme. Monsieur Eslan m'a demandé de faire le nécessaire pour qu'elle accepte de coucher avec lui. J'ai donc dit à cette femme qu'il fallait qu'elle soit gentille en acceptant ses avances. Elle m'a répondu jamais de la vie. Monsieur Eslan m'a dit qu'il allait lui enlever son poste parce qu'il a tant fait pour elle alors qu'elle ne veut pas baiser. Il a téléphoné au directeur pour lui enlever son poste. Chantage et abus de pouvoir. Des accusations accablantes. Alors pourquoi ce proche de Gwenaël Eslan a-t-il accepté de parler? Nous lui rendons visite à son domicile. Bonjour monsieur.
Vous avez signé un papier qui explique que vous avez fait l'intermédiaire entre elle et lui qui voulait clairement coucher avec elle. C'était pas comme ça, en fait. J'étais pas l'intermédiaire. Dans n'importe quelle entreprise en France, vous n'aurez pas besoin d'aller demander, les femmes vont venir vers vous. Est-ce qu'il a quand même abusé de son pouvoir? Qui n'abuse pas de son pouvoir? Oui, je pense qu'il pensait avoir un pouvoir illimité, oui. Oui. Ouais, mais bon, c'est pas Strauss-Kahn, c'est pas... Vous préféreriez qu'on n'en parle pas et que... Oui. Pourquoi? Parce que c'est trop. Il y a un peu de vrai là-dedans, mais c'est trop ou pas? Ouais, c'est trop. Mais il y a un peu de vrai là-dedans. Peut-être. Peut-être un peu de vrai dans ces accusations. D'autres témoignages semblent le confirmer. Bonjour. Bonjour, je vous en prie. Cette femme a porté plainte contre Gwenaël Eslan pour des faits de harcèlement datant d'une dizaine d'années. Il vous fait des avances, il vous fait des réflexions sur votre physique, notamment votre postérieur, enfin des choses comme ça, un petit peu salaces et vulgaires, quoi. Comme quoi, quand il me mettra dans son lit, il me casserait en deux, des choses comme ça, quoi. Ah putain, t'as un de ces boules, on doit être bien au chaud, dedans, des choses comme ça. Quand on te fait des réflexions comme ça, t'as l'impression que t'es rien, quoi. T'es juste de la barbaque. Je n'ai jamais cédé à ses avances. Donc le mot d'ordre, c'était de me briser. Ma carrière, il l'a brisée. Pendant 10 ans, partout où j'allais, il donnait des ordres pour qu'on me mette la tête dans l'eau. C'était horrible, je partais travailler avec une boule dans le ventre. J'ai eu un très mauvais déroulement de carrière. Comment il a pu faire ça? Il intervenait dans les commissions de classement. Il fait ce qu'il veut, il fait la pluie et le beau temps. Il faisait passer qui il voulait, il brisait qui il voulait. Vous savez ce qu'on disait? On disait que c'était lui le patron de la RATP. Voilà comment mes collègues parlaient de lui. C'est lui le patron de la RATP. Gwenaël Eslan a refusé toutes nos demandes d'interview. Mais voilà comment il se défendait il y a quelques mois chez lui, aux côtés de sa femme. On mange quoi ce soir? Je t'ai fait des escalopes panées avec un gratin de courgettes. Ce qui me déplaît dans cette affaire-là, c'est qu'on a sali ma famille, on m'a déshonoré, on a déshonoré l'éducation que j'ai eue, et ça, je ne le pardonnerai jamais. C'est totalement injustifié, et ça n'a, en fin de compte, d'explication que le fait qu'on veut me sortir du paysage syndical définitivement. Pour Mourad Ghazli, ce portrait de bon père de famille bafoué est une imposture. Chérie, tu veux quoi? Escalope de poulet, gratin de courgettes? Moi, je suis un bon mari, je regarde les chiffres et les lettres. Et nous, en fait, on est en train de vouloir le détruire, etc., pour d'autres raisons syndicales. Je lui dis, menteur. Menteur selon Mourad, et il viendrait d'en obtenir la preuve. Il s'agit d'une photo compromettante que Mourad Ghazli n'a pas hésité une seconde à balancer sur Internet. C'est monsieur en train de se sauter une agent avec une autre personne dans une partouze sur la ligne 5, payé bien sûr gracieusement pendant ce temps-là sur le temps de l'entreprise, le temps du travail. Alcool et baise. Cet agent a eu des avantages puisqu'elle avait démissionné et en échange de bons et loyaux services, quelques années plus tard, elle s'est manifestée et M. Eslan l'a fait rentrer sans passer le concours. Logiquement, excusez-moi, consommation d'alcool sur le service, c'est la porte. Alors en plus, pratiquer des relations sexuelles dans des locaux pendant les heures de service, c'est la lourde. Toute affaire a été camouflée. Il s'en sort. Par contre, moi qui dénonce ça, c'est Conseil discipline. La direction de la RATP vient de lancer une procédure de sanction disciplinaire contre Mourad Ghazli. Selon elle, en dénonçant cette affaire publiquement, il nuirait à l'image de l'entreprise. Mais malgré cette menace, Mourad l'accusateur n'a pas encore dit son dernier mot. Dans le nord de la France, le Corbeau, lui non plus, n'a toujours pas décidé de se taire. Pascal, l'une de ses victimes, vient de recevoir une nouvelle lettre anonyme. Bonjour Josette. Et elle n'est pas la seule, le maire du village et sa femme aussi. Le Corbeau a eu vent d'être soupçonné, alors il envoie cette nouvelle lettre pour tenter de se disculper. Le maître, c'est moi. Je ne suis pas du village, j'habite à côté depuis plus de 40 ans, mais je connais bien les personnes que je cible. Corbeau respectueux,
J'attends. J'observe avec beaucoup de patience. J'ai le temps. Maître Corbeau, du haut de son arbre perché, avec toutes mes salutations. Et puis... Si on compare les écritures, ça n'a strictement rien à voir. Sauf que il y a toujours ces petits détails au niveau de la ponctuation. Il n'y a pas d'exclamation. Et on les retrouve. Pour Pascal et ses amis, ces nouvelles lettres sont l'œuvre de la même femme, une voisine qui les harcèle depuis 10 ans. Je pense que c'est un plaisir pour le Corbeau, hein, de continuer sous une autre forme peut-être. Hein, moi, je le ressens ainsi, hein, pour continuer, franchement, à embêter les gens. C'est un jeu. C'est une forme de jeu. C'est la première fois que quelqu'un se fait passer pour un autre corbeau, veut nous faire croire qu'il y a un autre corbeau. Et moi, en ce qui me concerne, je n'ai aucun doute. C'est dommage toute cette histoire. Franchement, on est quand même un village paisible, etc. Croyez-moi que c'est un calvaire. La voisine est-elle vraiment le Corbeau? Pascal nous confie plusieurs courriers anonymes et 2 lettres écrites et signées par cette femme à l'époque où elles étaient encore amies. Nous les apportons à Caroline Metcherski, experte en écriture, afin de les comparer. Les lettres signées et les lettres anonymes sont-elles toutes écrites par la même personne? Après plusieurs heures d'analyse, l'experte rend ses conclusions. Vous, quand vous regardez ces 2 lettres, vous vous dites « Tiens, c'est pas la même personne, c'est pas possible. Hein ». Vous avez des interlignes qui sont très importants, ici, et ici, vous avez des interlignes qui n'existent pratiquement pas. Donc ça vous donne une impression complètement différente. Mais ça ne signifie rien, ça n'est simplement qu'un geste de déguisement. Voilà. Malgré ses efforts, le Corbeau n'a pas réussi à déguiser son écriture. En haut, sur l'une des lettres anonymes, certains mots sont écrits de façon très personnelle. En bas, sur une lettre signée, l'experte retrouve les mêmes caractéristiques. On voit bien que le « E » est courbe en bas, c'est-à-dire que ça a été fait comme un L, et puis on a rajouté des barrettes, voyez. Et ici, c'est exactement la même chose. C'est un genre d'L, et puis après, on a rajouté des barrettes. Regardez, il y a aussi une manière assez personnelle de faire les T, ce qu'on appelle des T un peu en coup de fouet, et qu'on retrouve ici. C'est-à-dire qu'elle ne lève pas sa plume et elle fait comme ça. Alors mes conclusions, c'est qu'on ne trouve pas de différence fondamentale, signifiante, sur les composantes essentielles de l'écriture. Je suis convaincue que les lettres anonymes et la lettre signée sont bien écrites de la même main. Ça, j'en suis... Voilà, moi personnellement, je suis convaincue. Comment imaginer que cette femme, qui n'a jamais fait parler d'elle, soit ce Corbeau qui nuit à ses voisins depuis 10 ans? Accusant tantôt Stéphanie d'être une jeune fille légère. Elle nous a initiés au sexe et elle aime ça, la cochonne. Tantôt Pascal d'être la femme d'un marivolage. Et mon chat, j'attends, mais il faut te décider à quitter ta sangsue car je te veux à moi seule. Les voisins ont fini par porter plainte contre cette femme. La gendarmerie mène alors son enquête et l'auditionne. Mais elle nie en bloc être le Corbeau. Pour elle, il s'agit d'un complot du voisinage pour lui faire quitter le village. Mais la justice ne croit pas en son innocence, d'autres expertises en écriture ayant confirmé son implication. Le 21 septembre 2011, le tribunal d'Avesnes-sur-Helpe la condamne à 1 an de prison avec sursis et à plus de 20 000 € d'amende. Mais l'accusé fait appel de cette décision. 6 mois ont passé depuis le jugement. De retour dans le village, nous tombons nez à nez avec la fameuse voisine, Corbeau présumé, et son mari. Bonjour, j'imagine que vous êtes monsieur et madame. Oui. Bonjour. Bonjour. Votre écriture est la même que l'écriture des... Mon expertise. Non. Attention, même le président ne sait pas permettre de dire ce que vous dites. Allez, il dit quoi? Hein, vous dites est la même. Non. Oui. Non, il y a de fortes ressemblances. C'est tout, c'est ce qui a été dit. Hein. C'est différent. Oui, mais vous avez été condamné en première instance sur la base de ces analyses de certaines expertises graphologiques. Les analyses graphologiques, c'est toujours des analyses graphologiques. C'est-à-dire ce n'est jamais une preuve purement matérielle. Ça veut dire ressemblance. Moi, c'est ce que j'ai dit. Non, absolument pas. Pour moi, ça vaut rien. J'ai que des gens
qui vous accuse. Bah oui, Bon. vous savez, ça n'arrête pas. Hein. Étrangement, la voisine va nous fournir des arguments qui ne sont pas sans rappeler le contenu de certaines lettres anonymes. Bah oui, Pourquoi on veut vous mettre ça sur le dos? question de jalousie certainement. Hein. Cette dame, son mari était quelqu'un de très volage. Il a eu plusieurs aventures extra-conjugales. Hein. Et mon psychologue m'a dit, cherche pas, elle est persuadée que tu as couché avec son mec. Vous savez, nous, on n'est pas sourds au bruit du village. Hein. Notamment mademoiselle Stéphanie. Bon, elle est connue, malheureusement, elle est connue pour ses frasques de jeunesse parce que c'est une jeune fille qui est très instable, qui a moult aventures sentimentales, les mecs qui défilent et tout ça. C'est leur vie privée, hein, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont te recruter où ils veulent, j'en ai rien à cirer. Hein. Vous cherchez pas à savoir qui est le corbeau? Non, je m'en fais rien à péter, moi, j'en ai rien à cirer. Pourquoi? Parce que ça me regarde pas, je suis pas concerné par ça. Pas concerné. Pourtant, cette femme devra bientôt convaincre la cour d'appel de Douai de son innocence lors de son procès en appel. En attendant, le corbeau continue encore et toujours à croasser dans la région. À la RATP, Mourad Ghazli, lui, continue de dénoncer la promotion canapé et les frasques prétendues du roi. Courageux justicier pour les uns, vulgaire balance pour les autres, la direction, elle, envisage une sanction disciplinaire à son encontre. Ah, c'est pas une lettre de remerciement, bien sûr, vous avez bien compris. Conformément aux articles 149 du statut personnel, nous informons que nous envisageons une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation. Et voilà. Vous risquez d'être viré, quoi. Oui, le mot viré, c'est un mot familier. Chez les gens polis comme eux, on dit révocation. Et pourquoi? Et pourquoi? Et d'après vous? Qu'on ne peut pas acheter, qu'est-ce qu'on fait? On tue. C'est la règle. Vous savez, c'est pas moi qui ai inventé le système. Et pourquoi on veut vous tuer? Le silence. Chut, pas de vague. Faut que ça continue. Faut pas changer une équipe qui gagne. Qui a fabriqué Eslon? Qui lui a donné les moyens? Qui a couvert ces magouilles? Qui a couvert ces harcèlements? Qui a couvert tout ce système-là? Vous allez vous taire? Même si je pouvais pas parler, je le ferais avec les mains. Je ferais la langue des signes, mais je continuerai. Un document semble aller dans le sens de ces accusations. C'est une enquête indépendante sur les conditions de travail à la RATP. Remis à la direction en 2005, le rapport évoquait les pressions, le favoritisme, la puissance d'un certain syndicat. Nous avons été alertés par l'existence d'une logique de discrimination et de favoritisme en lien avec une appartenance syndicale particulière. Certains représentants syndicaux ont beaucoup de pouvoir. Un terrain propice pour des pressions sans témoin qui peuvent être d'ordre sexuel. Un document troublant, plusieurs plaintes, une photo compromettante. Gwenaël Eslan a-t-il été mis en cause par la RATP? L'enquête interne lancée par l'entreprise l'a-t-elle totalement blanchie? Nous contactons l'entreprise pour une demande d'interview du PDG, Pierre Mongin. Oui, bonjour monsieur. Jean-Charles Dorias, c'est vous qui m'avez laissé un message. Quelques jours plus tard, la RATP décline notre proposition par courrier. L'enquête réalisée en interne n'a révélé aucun élément probant sur les faits relatés. La direction préfère attendre les conclusions de l'enquête de police toujours en cours pour s'exprimer. Sous le coup d'une procédure de révocation par la RATP, Mourad Ghazli est par ailleurs attaqué en justice par Gwenaël Eslan. Ce dernier exige que la photo soit retirée de son blog et estime son préjudice à 5 000 €. L'affaire va être tranchée par le tribunal de Créteil. Mais il est là. Ouais. Gwenaël Eslan est déjà là, avec sa femme et son frère. Nous le sollicitons à nouveau pour qu'il réagisse aux accusations qui pèsent sur lui. Jean-Charles Dorias, je suis journaliste pour... Il est en train de me filmer, votre collègue, hein? Justement, je viens vous demander l'autorisation. On va discuter un peu. Bon, on peut discuter, mais... En aparté, Gwenaël Eslan va tout de suite s'en prendre à Mourad Ghazli. Vous avez affaire à un gros mythomane. Je l'ai attaqué, voilà, pour qu'il enlève des trucs personnels qu'il a mis sur son blog. Il n'a pas demandé, il n'avait pas mis sur le blog, c'est tout. Donc ça, c'est une affaire à 2 balles. Mais sur cette photo où on le voit avec une jeune femme de la RATP, il ne dit rien. Et vous trouvez ça admissible qu'on puisse emmerder un mec comme moi? Il n'a jamais rien eu à se reprocher. J'ai 25 ans de maison RATP. Dans ma carrière à RATP, j'ai jamais eu de problème. Vous savez, je suis pas un sauvage.
Quand on connaît mon frère, c'est un grand comique de penser qu'il peut être coupable d'harcèlement sexuel ou harcèlement moral. C'est pas évident aussi, monsieur, je peux vous dire. Je suis madame Eslan, Ouais. mais je peux vous dire, moi je travaille au CLRATP, et ce qu'on subit, moi, que je subis par rapport à mon mari, c'est pas évident non plus. Il y a un enquête judiciaire, une fois que tout ça, ça va être démêlé. Parce que ça va être démêlé, hein. De toute façon, on verra bien qui a menti, qui a pas menti. L'audience est ouverte. L'avocat de Gwenaël Eslan exige que Mourad Ghazli retire les images litigieuses de son blog. Celui de Mourad Ghazli, lui, invoque le droit à l'information et soutient que son client a déjà retiré la photo de son site. Le tribunal a finalement donné raison à Mourad Ghazli. Sans photo, plus de procès. Gwenaël Eslan a en outre été condamné à rembourser 1 000 € de frais de justice à son adversaire. Quant aux accusations de promotion canapé et de trafic d'influence, l'enquête préliminaire est toujours en cours. Vence, dans les Alpes-Maritimes, le 6 janvier 2012. Christian Iacono n'a pas été dénoncé par une lettre anonyme ou par une photo compromettante, mais par son propre petit-fils. Une dénonciation qui a brisé sa vie. Bonne année quand même. Ça aurait pu mieux commencer, mais enfin bon. Il y a 11 ans, il est encore le maire de la ville lorsque Gabriel, son petit-fils de 9 ans, l'accuse de l'avoir violé. Christian Iacono se bat encore aujourd'hui pour prouver son innocence. Tiens, bonjour. Ça va? Oui, vous pas trop, hein, Gilles. Des soucis toujours. Des soucis. Enfin. Bon courage. Merci. Il y a quelques mois, l'ancien maire purgeait encore sa peine de prison pour le viol de son petit-fils. Lorsque coup de théâtre en mai 2011, Gabriel revient sur ses déclarations. Christian Iacono retrouve la liberté, mais il n'est pas blanchi pour autant. Vous vous rendez compte du nombre de gens qui sont derrière vous et qui sont en attente de cette injustice avec un i grand comme ça, qu'on puisse vous revoir avec le sourire et laver de tout ça. Voilà. Eh bien, moi aussi, hein, c'est gentil. Et je suis très content de vous voir aujourd'hui. Merci. Allez, merci. Au revoir, monsieur Au revoir. Si toute la ville est derrière lui, c'est parce que la justice a décidé qu'il devait retourner en prison dans 3 jours, malgré la rétractation de Gabriel. Dis-moi, alors tu vas retourner en prison, mais pour longtemps? Tu ne sais pas? Tu sais, ce qu'on dit en général, on sait quand on rentre, on sait jamais quand on sort, hein, de ce truc. Alors, bon, écoute-moi, je pense qu'à toi tout le temps jusqu'à ce que tu sois sorti définitivement. Mais ils connaissent mes soucis, hein, la réincarcération probable de lundi, quoi. Ça choque beaucoup de gens, quoi. Hein. Pourquoi ça les choque? Ils pensaient que c'était terminé. Vous savez, quand il y a les gros titres, l'enfant déclare qu'il n'a jamais été violé, etc. Tout le monde a poussé un ouf de soulagement. Et là, ils apprennent que je vais retourner en prison. Les gens, ils ne comprennent pas, quoi. Aujourd'hui, son petit-fils Gabriel se rétracte, mais pendant 11 ans, il n'a cessé d'accuser son grand-père de l'avoir violé. La première fois, c'est à son père qu'il se confie. Il n'a que 9 ans et il vient de passer l'été dans la maison de ses grands-parents, Janine et Christian. Ce dernier aurait abusé de lui plusieurs fois dans la salle de bain. Auditionné par la police judiciaire, l'enfant va confirmer ses accusations. La question, les faits dont tu vas me parler se sont passés où? Alors il répond, avance dans la villa de mes grands-parents. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton papy? En fait, il m'a touché le zizi, il m'a mis le zizi dans les fesses, et quand il l'a mis à moitié un moment, et un autre moment, il a mis en entier, et là j'ai saigné, et là il m'a soigné. Il l'a scotché pour pas que le sang coule. Je veux dire qu'il a mis le coton avec le sparadrap, et après il n'a jamais refait. Ça s'est passé où? Dans la salle de bain. Une fois, le chat est rentré dans la salle de bain, et ma grand-mère était derrière. Elle lui a dit quelque chose? Non. J'ai jamais assisté à une scène pareille. Enfin, si j'avais assisté à une scène pareille, je crois que j'aurais demandé des comptes. Hein. C'est quelques phrases mensongères qui ont complètement bouleversé ma vie, quoi. Hein. Nous, au début, on riait de ces déclarations parce qu'on disait mais ils vont se rendre compte tout de suite que ça peut pas être vrai. Ces quelques phrases de Gabriel, 2 cours d'assises les ont pourtant prises très au sérieux, condamnant Christian Iacono par 2 fois à 9 ans de prison. Mais pour l'ancien maire,
la scène décrite par son petit-fils ne tient pas la route. Alors, la salle de bain, elle est là. Voilà. Il a dit, ben, on était debout. Bah, alors moi, je veux bien, hein, mais quand il est debout, ses fesses, elles m'arrivent au niveau du genou, et sa tête, elle m'arrive ici. Alors, comment je fais? Je me mets à quatre pattes, expliquez-moi. Et personne ne le voit, ni la femme de ménage, ni ma mère, ni... Non, ou alors tout le monde est complice, quoi, à ce moment-là. Sur cette vidéo filmée l'été où Gabriel dit avoir été violé, l'enfant semble passer des vacances heureuses auprès de son grand-père. Hein? Allez, tiens, Frank. Eh, regarde là-bas, regarde un peu, regarde-toi, tiens. Voilà. Ah, il s'amusait bien, il était heureux. À l'école, il dit à tout le monde, moi, mon grand-père, c'est le maire de Vence, c'est le maire de Vence, etc. Ça lui faisait un grand plaisir, quoi. Il avait vu des policiers me saluer. Je l'ai emmené chez les pompiers, monter un petit peu dans la grande échelle. Bon, il était fier, quoi. Et moi, ça me faisait plaisir qu'il soit fier, quoi. C'est tout. Ça lui donnait un peu de force. Pour lui, j'étais le chef de la vie. C'est pour ça que je suis sûr que lorsqu'il m'a dénoncé, il pensait jamais que j'allais aller en prison. Comment imaginer que cet enfant de 9 ans ait pu inventer cette histoire de toutes pièces? C'est pourtant ce qu'affirme Gabriel désormais. Adrien avec un H ou sans H? Gabriel est devenu un jeune homme de 21 ans, étudiant en droit. Il vit aujourd'hui à une trentaine de kilomètres de la maison de ses grands-parents. Le contrôle judiciaire de son grand-père les empêche de se rencontrer, mais il a le droit d'appeler sa grand-mère Janine pour prendre des nouvelles. Allô? Allô, mamie? Oui. Oui, bonjour, ça va? Oui, bonjour Gabriel, comment vas-tu? Bah ça va, je révise. Ça va, toi? Oui, je révise. Ouais, et papy, il va bien? Papy, on est un peu fatigué quand même, hein? D'accord. Voilà, et, ben oui, bah, quand même, dans la situation actuelle, c'est normal, hein? D'accord. Et toi, ça Voilà. va? Moi, ben, moyen aussi, hein? Bon, bah je te rappellerai demain. D'accord, allez. Ok. Bon bisous, Gabriel. Bisous, mamie. Après 11 ans de combat judiciaire pour faire condamner son grand-père, Gabriel affirme aujourd'hui avoir menti. Au départ, selon lui, un petit mensonge d'enfant, avec les meilleures intentions du monde. Je voulais que mes parents se remettent ensemble et à mes yeux, à 9 ans, c'était le seul moyen pour qu'ils se remettent ensemble. Si je me faisais embêter à l'école ou quoi, j'avais mes parents qui étaient toujours soudés pour moi. Et je pensais que là, c'était le meilleur moyen pour être entouré par mes deux parents. Qui t'a dénoncé votre grand-père? Bah, au début, c'était un mensonge comme un autre pour moi, donc c'était pas quelque chose de... Je voyais pas une fin aussi tragique, je voyais pas une destruction aussi massive. Je pensais que c'était juste un petit mensonge comme ça, et puis au fur et à mesure du temps, j'avais complètement oublié que c'était un mensonge. Pourquoi soudainement, 10 ans après, vous dites que vous avez menti? Tout m'est remonté à la surface. J'arrivais plus à dormir parce que je voyais que ça, en fait. Je voyais que j'avais menti et qu'il a été condamné pour rien. Et de là, ça me détruisait. J'attends qu'il soit blanchi entièrement par la justice et avoir son pardon. Le voir en face et qu'il accepte de me pardonner. Gabriel a écrit 2 lettres, l'une au procureur, l'autre à son grand-père pour lui demander pardon. Mon papy, que j'entends seulement quand je suis avec mamie au téléphone, lui que j'ai tellement fait souffrir, que j'ai lâchement accusé, fait condamner. Je ferai tout pour que tu sois blanchi. Je te jure, mon papy, que bientôt on se retrouvera. Je te jure que je pourrai enfin te prendre dans mes bras et te demander officiellement pardon, car je t'aime et je n'y peux rien. J'ai besoin de mon papy et aujourd'hui, lui a besoin de moi. Alors je vais tâcher d'être, pour une fois, honnête avec la justice et lui dire la vérité, que oui, j'ai menti, que mon grand-père est innocent et que le seul coupable, c'est moi, coupable de ma connerie, de mon mensonge. Je t'aime, ton petit Gabriel.
Voilà, c'est... Bon, je suis un petit peu ému chaque fois que je ne l'ai pas lu souvent, tu me l'avais lu une fois, mais bon, il y a une sincérité quand même dans ces déclarations qui me touche, quoi. Ça m'est arrivé de lui écrire des lettres que je n'avais pas envoyées parce que je n'avais pas le droit de les envoyer. Je lui disais, surtout, ne te décourage pas, attends, patiente, par-dessus la justice. Il y a des choses qui passent entre nous et un jour, je te prendrai par la main et je te montrerai que la vie peut être belle. Je lui disais, tu retrouveras l'amour que tu n'as pas eu. Tu fonderas une famille, etc. Voilà, je voulais pas qu'il se décourage. C'est tout. Et lui dire que, quelque part, en France, il y avait quelqu'un qui l'aimait, simplement. Voilà. Nous sommes le 7 janvier 2012. Le revirement de Gabriel n'a pour l'instant pas suffi à convaincre la justice. Christian Iacono doit se préparer à retourner en prison. Christian Lotion est le directeur central de la police judiciaire. En France, la plupart des demandes de rémunération des indiques passent par lui. Les tarifs sont variables, une cinquantaine d'euros pour la dénonciation d'un sans-papier, ou comme ici, des dizaines de milliers d'euros pour des affaires d'envergure. Ça peut être une affaire très importante de trafic de stupéfiants, une affaire très importante de vol à main armée contre des centres forts, ça peut être des affaires d'homicide importantes. La plupart du temps, ces informateurs sont eux-mêmes mouillés dans des affaires. Pour qu'ils soient en mesure de vous donner de bonnes informations, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine des braquages, que ce soit le domaine des trafics de stupes, d'œuvres d'art, choses comme ça, le boulanger du coin ou le boucher du coin, pour lequel j'ai le plus grand respect, a priori, c'est pas eux qui vont avoir le bon rencard sur le box utilisé ou sur l'endroit où se trouve l'imprimerie de fausse monnaie ou sur... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc forcément, ce sont des gens qui sont plus ou moins mouillés ou qui l'ont été ou qui ont la confiance des malfaiteurs. Et s'ils ont la confiance des malfaiteurs, c'est que ils en sont assez proches, quoi. Est-ce que c'est très moral, ça? S'il fallait supprimer tout contact avec les informateurs, ça a un coût en termes de rentabilité policière, si je puis m'exprimer ainsi. On serait probablement moins performant. C'est vrai que c'est peut-être pas très moral, notamment dans le code des voyous, mais enfin, pour nous, c'est essentiel. En France, ils sont 2000 indiques à fournir dans l'ombre des renseignements à la police. À l'autre bout du monde, un État est allé beaucoup plus loin pour faire baisser la délinquance. En Corée du Sud, chaque citoyen est un indique potentiel, récompensé chaque fois qu'il dénonce une infraction. Pour certains, la délation est même devenue un métier très lucratif. Monsieur Moon vit à Séoul. Et s'il a bien réussi dans la vie, c'est grâce à un talent qui peut rapporter beaucoup d'argent en Corée du Sud. Monsieur Moon sait mieux que personne débusquer les Coréens qui violent la loi et les dénoncer pour qu'ils soient punis. Vous voyez, ma caméra filme la voiture de devant. Si le conducteur jette un mégot par la fenêtre, elle filme son infraction et sa plaque d'immatriculation. Je grave les images sur CD et je les envoie à la mairie, qui constate l'infraction et m'offre une récompense. Dénoncer cette infraction me rapporte 34 €. J'ai gagné beaucoup d'argent grâce aux dénonciations, environ 800 000 € depuis 13 ans. Les fonctionnaires ne peuvent pas contrôler toutes les infractions. Alors l'État a créé ce système qui récompense les citoyens qui dénoncent les délits. Pour Monsieur Moon, dénoncer est un métier qui ne s'improvise pas. Alors il a eu l'idée de créer il y a 3 ans cette académie, la première école de la délation en Corée du Sud. Bonjour. Bonjour Monsieur Moon. Ça, c'est la publicité de l'école. Et là, c'est une fraude à l'essence frelatée que j'ai dénoncée. Là, dans ce restaurant, j'ai dénoncé le manque d'hygiène. C'était absolument épouvantable. Il y avait des insectes et des cheveux dans la nourriture. Chaque année, l'école forme 300 apprentis délateurs
qui paie 200 € pour une session de 2 jours. Bonjour à tous, enchanté, je suis le directeur de l'école. Vous êtes le plus jeune dans le groupe. Grâce à moi, vous allez gagner beaucoup d'argent. Alors pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Moi, je suis venu parce que je suis au chômage depuis un certain temps. Je peux plus rester comme ça, il faut vraiment que je gagne de l'argent. Et vite. Moi aussi, parce que j'ai 3 enfants, vous savez. Et les études coûtent très cher. Moi, avec ça, je compte bien gagner 6 ou 7 000 € par mois. Dans ces cahiers, un aperçu de toutes les dénonciations donnant droit à une prime de l'État. Au total, 336 infractions sont concernées, depuis le dépôt d'ordures sur la voie publique jusqu'à la fraude fiscale. Bon, on va commencer par une fraude courante. Normalement, d'après la loi sud-coréenne, les restaurants doivent indiquer sur leur carte la provenance des produits qu'ils servent. Mais tous ne le font pas. Et le plus souvent, c'est l'origine du riz qu'ils n'indiquent pas. Dans ce cas-là, vous devez avoir une preuve de l'infraction. Alors, vous allez filmer avec une caméra cachée. Elles sont là-bas. Ensuite, vous allez envoyer la vidéo avec le formulaire de délation. C'est comme ça que vous serez payé. Cette dénonciation peut vous rapporter jusqu'à 600 €. Vous devez déclarer l'infraction au ministère. Et comme Monsieur Moon a aussi le sens des affaires, il vend lui-même toute une panoplie de caméras cachées à ses étudiants. Alors ça, c'est une caméra cachée dans une montre. Celle-là, c'est une caméra cachée dans un bouton de chemise. Elle coûte 1 200 €. En général, c'est celle que les élèves préfèrent. Bien sûr, nous acceptons les cartes de crédit. Alors, vous la prenez? Oui. Donnez-moi votre carte alors. Au total, le jeune homme aura déboursé 1 400 € pour la formation. Un business florissant pour le directeur, qui a formé des centaines d'adeptes à travers le pays. À Séoul, 3000 Coréens s'adonnent régulièrement à la délation. Ces 2 mères de famille sont d'anciennes élèves de Monsieur Moon. Comme chaque jour, elles partent traquer les fraudeurs pour les dénoncer. Au volant de son gros 4x4, Madame Kim est l'une des délatrices les plus chevronnées du pays. Hier, j'ai filmé un karaoké. Ils vendent de l'alcool illégalement et ils proposent des prostituées à ses clients. Avec ça, je devrais toucher dans les 500 €. Et toi, tu gagnes combien? Moi, je ne travaille pas beaucoup en ce moment. Moi, quand je ne travaille pas beaucoup, je gagne dans les 5 000 € par mois. Mais quand je dénonce bien, ça peut aller jusqu'à 17 000 € par mois. Les 2 femmes enclenchent leur caméra cachée. Elles vont d'abord inspecter un restaurant et vérifier qu'il affiche bien l'origine de ses produits sur son menu, comme l'exige la loi coréenne. Bonjour monsieur, je peux avoir une carte de visite du restaurant s'il vous plaît? Merci. On voudrait un barbecue au bœuf s'il vous plaît. Oui, je vous apporte ça. Ici, tu vois, la provenance du riz est bien indiquée sur le menu. Celle du bœuf aussi, regarde. Par contre, il n'y a pas l'origine du porc. C'est illégal de ne pas la mentionner. Madame Kim filme la preuve de l'infraction à l'aide de sa caméra cachée dans son sac à main. On a bien fait de venir. Je vais envoyer la vidéo au contrôleur des produits agricoles. Il viendra ici, dans ce restaurant, pour vérifier l'infraction. À l'issue de ce contrôle, le restaurant sera verbalisé et les 2 femmes se partageront la récompense de 270 €. Mais les 2 complices ne sont pas rassasiés.
Elles vont ensuite inspecter un institut de beauté qui utilise une méthode interdite pour un traitement de la peau. Ce sont des ultrasons? Oui, tout à fait. Madame Young joue la cobaye, pendant que Madame Kim filme l'infraction. Puis elle piège ce directeur d'école privée qui pratique des tarifs hors la loi. Là encore, la caméra enregistre la preuve du délit. Combien coûtent les cours? Le tarif pour 5 cours, c'est 250 €. Pour ces deux femmes, passer ses journées à dénoncer n'est pas immoral, ce serait même un acte citoyen. Aujourd'hui, grâce aux délateurs comme nous, beaucoup d'écoles privées ont baissé leurs tarifs. Avant, 90% des écoles trichaient. Maintenant, grâce à nous, elles ne sont plus que 60%. En quelques heures, les deux femmes ont relevé 3 infractions et devraient empocher pour 800 € de récompense. Avant de se faire payer, Madame Kim a encore un peu de travail. Remplir le formulaire de dénonciation et préparer les vidéos qui prouvent l'infraction. Là, ce sont les preuves. Le nom de l'école et le visage du directeur. Là, on entend le tarif proposé par l'école. Je déclare que les tarifs de cette école sont beaucoup plus élevés que les tarifs légaux. Après enquête, si la fraude est confirmée, les autorités m'envoient un SMS pour me dire que je vais recevoir ma prime. Voici par exemple un message que j'ai reçu de l'administration fiscale. 980 € ont été virés sur votre compte pour votre dénonciation d'une fraude fiscale. Depuis que je dénonce, j'ai gagné la somme de 240 000 €. J'ai beaucoup travaillé pour ça. Et je n'ai pas beaucoup dormi. Mais rien n'est gratuit dans la vie. Face à ces revenus faramineux, des voix s'élèvent pour dénoncer ce système. En particulier celle des écoles privées, souvent prises pour cible par les délateurs, motivées par des récompenses juteuses. Monsieur Lee dirige l'une de ces écoles. Les écoles privées sont devenues des boucs émissaires. Vous savez, si une école est dénoncée 2 fois, la première fois, elle paye une amende, mais la seconde, elle risque la fermeture. Je crois que c'est un système très mauvais, où les gens en viennent à se méfier les uns des autres. Pour moi, c'est contraire à la démocratie, car l'État transforme les citoyens en auxiliaires de police. En fait, c'est comme dans un régime communiste. Ailleurs dans le monde, un régime communiste, justement, semble s'intéresser de près au système sud-coréen. La Chine s'apprêterait à ouvrir à Pékin sa première école de la délation. Retour en France, avance dans les Alpes-Maritimes le 7 janvier 2012. Christian Iacono, lui aussi, a été victime d'une dénonciation, mais elle a détruit sa vie et l'a envoyé en prison. Et malgré la rétractation de son petit-fils Gabriel, il doit y retourner dans 2 jours. Viens voir, j'ai besoin de toi. Faut mettre ça là-haut. Cécile, la fille de Christian Iacono, a organisé un grand rassemblement. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a tant de monde qui s'est mobilisé pour soutenir mon père. Bien, je voudrais juste... Ils sont des centaines à être venus soutenir l'ancien maire, indigné par sa nouvelle incarcération. Nous ne comprenons pas que l'on puisse aujourd'hui réincarcérer un homme dont on sait qu'il n'y a plus d'accusation et qu'il n'y a plus d'accusateur. Nous n'avons jamais cessé de croire en Christian Iacono et en son innocence. Qu'il sache que lundi matin, par la pensée, nous serons très nombreux avec lui et que, eh bien, nous l'embrassons très fort. Voilà. Cécile retrouve son père, qui a préféré rester discret en ne participant pas à l'événement. Ça va? Il paraît que tu as été formidable. Ouais, ça a été très très bien. Bravo, ma chérie. Ouais, on est là derrière toi, papa. Merci. Beaucoup de gens sont là derrière toi. Voilà.
Tu te sens comment, là, par rapport à... Ne vous inquiétez pas. Hein, c'est quand même quelque chose que j'ai déjà vécu 2 ou 3 fois. Ouais, mais... Bon, ben oui. Il faut aller accepter, il n'y a pas le choix, il faut accepter les choses dans la vie, tu sais. Moi, j'ai besoin que vous soyez solide. Alors, lundi matin, vous soyez solide. Hein. Je ne veux pas de larmes, rien du tout. Hein, parce que sinon, je vais rentrer là-bas avec le moral en berne. Donc, il faut que vous soyez bien. Et puis voilà, on part avec un sourire. Et puis, hein, d'accord. Ok, papa. Ça nous a créé des liens d'affection et d'amour entre nous extraordinaire, quoi. J'ai écrit des lettres à ma femme que j'écrirai jamais. Je lui n'aurais jamais dit certaines choses parce que dans le quotidien, on néglige un petit peu ça. Et quand on est seul dans une cellule, disons qu'on mesure plus l'amour qu'on peut avoir les uns avec les autres. Moi, je dis jamais à ma femme je t'aime, etc. Là, si, quand on écrit une lettre en prison, on le dit. J'espère que ce sera court et qu'on s'en sortira. Hein, mais c'est tout. Pas court. Lundi 9 janvier, au petit matin. Christian Iacono a fait sa valise. Dans 1 heure, il retrouvera sa cellule à la maison d'arrêt de Grasse. On n'est pas pressé, on passe par Tourette, on va partir dans 10 minutes. Bon, on y va, ma chérie? Allez. C'est dans 1 minute, juste après le rappel de l'actualité. Puisqu'il est 7h46. Christian Iacono doit être incarcéré tout à l'heure à 9h pour purger une peine de 9 ans, sa condamnation en appel. Cette affaire a connu, je vous le rappelle, un virage à 180 degrés. C'était au printemps dernier, quand Gabriel, le petit-fils de Christian Iacono, aujourd'hui âgé de 21 ans, expliquait qu'il avait menti pendant 11 ans. Pour le parquet d'Aix-en-Provence, la seule rétractation de Gabriel ne justifie pas de laisser Christian Iacono en liberté. Le procureur a ordonné qu'il retourne en prison pour exécuter sa peine. Selon la loi, il lui reste encore 8 ans à passer derrière les barreaux. Tu vas être gelé, là. Non, ça va. Devant la prison, Christian Iacono est attendu par sa famille et une nuée de journalistes. On y arrive, hein, donc ça fait 15 jours que je me prépare. J'ai eu tellement de déceptions dans ces 10 années, ces 11 années que j'ai vécues, que je ne peux pas partir avec un optimisme, une sérénité. Hein, mais... Son petit-fils Gabriel est là lui aussi, à l'écart. Il n'a toujours pas le droit d'entrer en contact avec son grand-père. On ne peut pas en vouloir toute une vie à un garçon de 9-10 ans qui a fait une grosse bêtise. Il y a l'envie de m'isoler avec lui, de lui parler, de sauter dans ses bras, mais je peux pas. Tu lui as fait coucou là? Oui, j'ai fait coucou. Tu l'embrasses pour moi? Oui. Beaucoup. Ça sera hein? Voilà. Bon, et tu lui dis qu'il ne s'en fasse pas. Hein? Voilà. On est tous ensemble. T'inquiète pas, ça sera dit. Voilà, tu dis-lui. Bon, je vous fais une bise, hein? Allez. Ma chérie. Allez, à bientôt, Roda. Et soyez serein, hein? Allez, Guy. Bonjour, messieurs. Alors, on peut rentrer? Faut frapper. Ah, voilà. Allez, au revoir. Bonjour. Il voulait pas qu'on pleure, mais il nous a pas vu, je crois. Il est parti. Trois mois plus tard, le 5 avril 2012,
Christian Iacono a retrouvé la liberté. Sous contrôle judiciaire, il n'a désormais plus le droit d'évoquer l'affaire publiquement.